De nombreuses études estiment que la population africaine doublera d'ici à 25 ans et que la taille des villes augmentera considérablement. Au Burkina Faso, la ville de Ouagadougou connaît déjà une croissance urbaine de 10%. Le développement d'un réseau urbain prenant en compte conjointement les enjeux sociaux, économiques et environnementaux de la ville s'avère un des plus grands défis dans les années à venir. L'efficience énergétique et notamment l'utilisation systématique d'écomatériaux dans la construction ainsi que le développement des énergies renouvelables seront à l'ordre du jour. En plein centre-ville, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a été pionnier dans l'intégration des énergies renouvelables à des bâtiments publics. Ce ministère a couvert sa toiture de panneaux solaires. Ces modules, composés de cellules photovoltaïques, transforment directement le rayonnement solaire en électricité. Cette installation, qui produit de 40 à 70% de la puissance dont a besoin le bâtiment pour fonctionner, a permis de réduire énormément la facture énergétique du ministère. Actuellement, nous nous trouvons sur le toit de l'immeuble du ministère de l'Environnement et du Développement durable, où est installé le champ photovoltaïque. Il est composé de 381 modules solaires qui fournissent jusqu'à 80 kW, 45 à 70% de la puissance dont a besoin le bâtiment pour fonctionner. En fait, c'est la climatisation qui est le gros consommateur d'électricité. Premièrement, nous épargnons de l'argent, ça c'est un. Et ensuite, nous fournissons de l'énergie également dans le réseau. On a un gros potentiel pour l'énergie solaire parce que nous avons du soleil à pratiquement à tout moment. L'espace aussi ne manque pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipements qui encombrent les toits des immeubles. Si tous les bâtiments avaient un truc comme ça, je pense que ça ferait gagner à l'État pratiquement plus de la moitié de ce qui consomme à facture énergétique. En tant qu'institution, nous sommes les premiers à avoir fait. Je sais que beaucoup vont emboîter le pas. Ça permet donc de protéger et de sauvegarder l'environnement pour les générations futures. Ensuite, ça également permet d'économiser de nombreuses ressources qui peuvent participer à la croissance économique, de pouvoir donc engager ces dépenses qui devaient être mises dans la sauvegarde de l'environnement, dans d'autres secteurs, pour pouvoir améliorer à la fois la sécurité alimentaire et le bien-être des populations. Le Burkina Faso dispose également d'un potentiel important pour devenir un acteur majeur dans le domaine des écomatériaux. Il détient un potentiel largement inexploité pour convertir en matériaux modernes de construction les déchets végétaux, de charbon forestier et de coton. Face à l'argument que les écomatériaux seraient encore chers, émergent de nombreux avantages. La création d'emplois, de valeur ajoutée locale, la réduction de coûts d'énergie au quotidien, un environnement intérieur plus sain et leur résistance au changement climatique. Le Burkina Faso a beaucoup de potentialités par rapport aux matériaux de construction. Beaucoup de potentialités. Vous voyez, ma maison, c'est construit en briques et comme on appelle la latérite. Et c'est produit au Burkina Faso. Donc, les modèles, les types de construction que nous voulons, que nous considérons, doivent vraiment être anticipés. Anticiper comment s'adapter le plus à long terme aux effets des changements climatiques à venir. Le Burkina Faso, à l'instar des autres pays de la CEDEAO et de l'UMOA, connaît une forte urbanisation. D'où la nécessité aujourd'hui de réfléchir savamment et consciemment pour identifier des écomatériaux, d'autres matériaux de construction, mais aussi d'autres sources d'énergie comme le photovoltaïque, le solaire, afin en fait de réduire la facture énergétique du pays. Le développement des villes durables, et en l'occurrence d'écomatériaux et d'énergie renouvelable, offre une opportunité unique à la création d'emplois, de création de valeur ajoutée locale et de ce fait de réduction de la pauvreté. Il s'agit de bâtir une croissance économique sur de nouvelles bases, non consommatrices d'énergie et apportant plus de confort aux futures générations de Burkinabés.
À qui sont destinés les 2 camps de concentration actuellement en construction en Ukraine? S'agit-il vraiment seulement de centres d'immigration inoffensifs? Et quel rôle joue l'Union européenne là-dedans? Et la présence de combattants américains en Ukraine, est-ce là une étape de la prétendue politique pour la paix des Américains? Bonjour, chers téléspectateurs. Soyez les bienvenus dans notre émission depuis le studio de Münster avec 2 rapports actuels sur l'Ukraine. Dans l'est de l'Ukraine, 2 centres de concentration et d'immigration sont en construction, officiellement pour des anarchistes et des immigrants d'Afrique et du Proche-Orient. Les 2 projets sont décrits en anglais, exécutés par une entreprise turque, et l'Union européenne participe au financement en devises. Entre-temps, la remise des bâtiments, qui était prévue pour 2015, a été avancée à juillet 2014. Les camps sont situés dans une région isolée et sont entourés de barbelés. Le 8 avril 2014, le gouvernement illégitime de Kiev a voté une loi disant que des citoyens de l'Ukraine qui participent à des manifestations et des actions de protestation pour la réintégration dans la Fédération russe et qui résistent aux activités militaires seront condamnés comme traîtres de la nation à un emprisonnement. Est-ce que tout cela est un hasard? Nous vous transmettons encore une autre information sur ce qui se passe actuellement en Ukraine. Des combattants américains en uniforme ukrainien ont été introduits clandestinement en Ukraine. Au moins 150 combattants de l'organisation militaire privée américaine Greystone ont été envoyés en Ukraine. Greystone, une des plus grandes firmes militaires privées de l'Est, est étroitement liée au service secret. Ainsi, selon les estimations de l'expert russe Igor Korochenko, les États-Unis poursuivent leur ingérence violente dans les affaires intérieures de l'Ukraine. Sur place, les Américains ont mis l'uniforme de l'unité spéciale ukrainienne Sokol. Les combattants Greystone se caractérisent par une brutalité particulière. Leur tâche est de réprimer les protestations des citoyens des régions sud-est qui sont contre la politique de l'administration de Kiev. Une fois de plus, les États-Unis foulent aux pieds le droit international. Pour compléter, voici une citation de Hans-Josef Strauß, ministre, président bavarois et président du parti allemand CDU en 1970, qui a dit à l'époque « Il faut se servir des forces nationales, même si elles sont très réactionnaires. Après coup, ce sera encore possible de s'en débarrasser avec élégance, car on ne doit pas faire de sentiments avec des troupes auxiliaires. » Chers téléspectateurs, les Ukrainiens se trouvent dans une situation qu'ils n'ont manifestement pas provoquée eux-mêmes. En propageant la vérité sur ces événements graves, vous pouvez les aider à sortir de cette situation très dangereuse. Merci beaucoup et encore une belle soirée.